êtes à l'écoute de l'ORTM, merci de nous rejoindre. Il est 7h à Koutiala, à la même heure, partout au Mali. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les travaux du Forum sur la problématique de la retraite au Mali ont débuté hier avec en ligne de mire le renforcement des droits des retraités. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga qui a laissé entendre qu'il n'est pas question de créer deux catégories de retraités au Mali. La Commission nationale des droits de l'homme a présenté hier au CNT son rapport annuel 2022, un rapport qui évoque la situation des droits de l'homme au Mali. Les membres du CNT ont adopté au cours de cette session un projet de loi de création de projets de développement durable des exploitations pastorales, cela dans le but de booster le cheptel malien. L'actualité, c'est aussi la 4e édition des journées textiles du Mali pour mettre en valeur le savoir-faire malien avec un focus sur le Bogolan. Le thème de cette année, le Bogolan, une histoire, une identité culturelle. En sport, vous aurez les résultats complets de la première journée du championnat national de Ligue 1 avec de belles surprises. Enfin, dans la chronique du développement, nous parlerons du combat de l'association malienne pour la solidarité et le développement contre l'utilisation des produits chimiques dans l'alimentation. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Il n'est pas question de créer deux catégories de retraités dans notre pays. Déclaration faite hier par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. C'était lors de l'ouverture du forum sur la problématique de la retraite au Mali. Acquis et perspectives dans la salle de conférence du contrôle général des services publics, la Fédération nationale des associations des retraités du Mali et la coordination nationale des associations des retraités relevant de l'Institut national de prévoyance sociale INPS veulent améliorer les connaissances et les pratiques pour le renforcement des droits du retraité. L'ouverture des travaux était présidée par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. On fait le point avec Mamari Koni. C'est un forum de 2 jours qui couronne le processus d'entente entre une cinquantaine d'associations de retraités sous l'égide de 2 fêtières, la Fédération nationale des associations de retraités du Mali et la Coordination nationale des associations de retraités relevant de l'Institut national de prévoyance sociale INPS. Le cadre vise à créer un espace de concertation entre ces fêtières. Autre objectif, leur participation à la conception et à l'élaboration des textes régissant les droits du retraité. Les 2 fêtières entendent ainsi appuyer les pouvoirs publics et le législateur à corriger si nécessaire les disparités et les inégalités dans le traitement entre retraités. Seydou Mozon Traoré, président de la Fédération nationale des associations des retraités du Mali. Les textes changent au fil des ans. Concernant les fonctionnaires, en 2018, il y a une nouvelle loi qui régit les pensions des fonctionnaires, des militaires et des parlementaires. Avec cette nouvelle loi, il y a une certaine disparité dans l'application entre les pensions. Les anciens ont des pensions très basses et les nouveaux, avec l'application, ont des salaires très élevés. Au niveau de l'INPS, comme vous le savez, depuis 2019, il n'y a pas eu de revalorisation de la pension. Le forum permettra de débattre des thèmes comme le rôle et la place du retraité au Mali. Des communications seront aussi consacrées à la CIPRES, Conférence intra-africaine de la prévoyance sociale, à l'AMO, assurance maladie obligatoire, et au RAMU, régime d'assurance maladie universelle. En ouvrant les travaux, le Premier ministre a évoqué les avancées significatives réalisées dans le cadre de la prise en charge des retraités du Mali. Selon Dr Choguel Kokala Maïga, les problèmes du monde du travail sont pris en charge par le pacte social. C'est pourquoi il s'est dit heureux de constater que des retraités s'associent aux efforts du gouvernement. Le travail ennoblit l'homme, mais il est constant que le rêve de tout travailleur est de mériter une retraite, une bonne retraite, sanctionnée par le bénéfice d'une pension. C'est pourquoi, face aux nombreuses demandes des syndicats de travailleurs et tenant compte du niveau de cherté de la vie, le gouvernement a consenti d'énormes efforts en termes de revalorisation de la pension afin de permettre aux retraités d'avoir des conditions de vie décentes. On note également que l'État a consenti des efforts d'augmentation des pensions à hauteur de 20%
soit 5% par année en 2015, 19, 20 et 2021. Les montants de majoration consécutives aux différentes revalorisations des pensions est passé de 1,7 milliard en 2015 à 10,480 milliards, soit une augmentation de 606% en 8 ans. Le chef du gouvernement a par ailleurs exhorté les retraités à s'inscrire dans une démarche inclusive et participative dans la défense de leurs intérêts compte tenu de la forte sensibilité et de la délicatesse des régimes des pensions. J'ai pu vous assurer que le gouvernement accordait la plus grande attention aux recommandations issues de ce forum afin d'examiner à travers les structures compétentes la question particulière de l'uniformisation des traitements, car il n'est pas question de créer 2 catégories de retraités dans notre pays. Il semble qu'il y a des frustrations générées par certains retraités suite à des disparités constatées au niveau des pensions depuis l'adoption du nouveau code des pensions le 11 juin 2018. Le Premier ministre a enfin saisi cette occasion pour rappeler les nombreux efforts que ne cessent de consentir les autorités de la transition pour la refondation du Mali sous le leadership éclairé du colonel Assimi Goïta. Séance plénière au Conseil national de transition. Lors de la session, la Commission nationale des droits de l'homme a présenté son rapport annuel 2022 aux membres du CNT. Le document qui évoque la situation des droits de l'homme a fait l'objet de débats à travers plusieurs points. Auparavant, les membres de l'organe législatif avaient examiné et adopté le projet de loi portant création du projet de développement durable des exploitations pastorales au Sahel, bien sûr, un projet qui va booster le cheptel malien et contribuera à améliorer les conditions de vie des pasteurs et des agropasteurs. Le point de ces activités avec Aridou Matina. Les membres du Conseil national de transition, lors de cette session plénière, ont planché sur le projet de loi portant création du programme de développement durable des exploitations pastorales au Sahel du Mali. Démarré en 2017 et financé par la Banque islamique de développement, le projet qui devrait être une opportunité pour booster notre secteur agropastoral a connu des difficultés par la suite. Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, président de la commission de développement rural, de l'environnement et de l'assainissement du CNT. C'est un projet qui est dans le circuit depuis 2017. C'est maintenant que les plus hautes autorités de la transition ont réuni toutes les conditions avec les partenaires. Ce projet est une réponse, est un élément de contribution à notre politique nationale en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le sous-secteur de l'élevage est un maillon essentiel de notre économie, compte tenu de la part importante qu'il occupe dans la création d'emplois et de richesses. Il est ainsi nécessaire de relancer le dit projet. Soumis à l'approbation des membres du CNT, le projet de loi a été adopté avec 133 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Placé sous la tutelle du département de l'élevage et de la pêche, le programme de développement durable des exploitations pastorales au Sahel du Mali va ainsi régulariser le cheptel malien au regard de son importance. Youbaba, ministre de l'élevage et de la pêche. Pour le sous-secteur de l'élevage, c'est l'alimentation du bétail, la santé du bétail, la transformation génétique. Par ce vote, il y a 200 000 personnes qui seront touchées et dont 40% de femmes. Chargée de protéger les droits de l'homme, la CNDH, qui doit présenter chaque année son rapport à l'organe législatif, s'est attelée à cet exercice. Le document de l'Institution nationale des droits de l'homme, au titre de l'année 2022, examine en 6 parties la situation des droits de l'homme au pays. Mais lors de cette présentation, les membres du Conseil national de transition n'ont pas été tendres avec plusieurs parties du rapport, faisant l'objet de débats et qui ont nécessité des éclairages de la part du président de la CNDH, Agibou Boari. Nous nous réjouissons de l'intérêt que les membres du CNT ont manifesté à l'endroit de la CNDH d'une part et sur la problématique des droits de l'homme d'autre part. Donc cela nous réjouit d'autant plus que la loi nous assigne comme objectif majeur d'instituer une culture des droits de l'homme au Mali. La situation des droits de l'homme est préoccupante au Mali à travers les violations et abus des droits de l'homme qui ont été recensés et documentés, mais également il y a eu des avancées. Cette séance plénière du Conseil national de transition est la 3e en cours au compte de la session d'octobre 2023. On parle culture à présent. Le palais de la culture Amadou Ampatiba abrite depuis hier
Jusqu'au 5 novembre, la 4e édition des Journées textiles du Mali. Le Bogolan, une histoire, une identité culturelle, c'est le thème de cette année. Au menu donc de la rencontre, la foire artisanale avec une 60aine d'exposants venus des 8 régions, des débats sur le devenir du Bogolan, la formation des jeunes artisans, des défilés de mode, des rencontres gastronomiques et des concerts. Les Journées textiles du Mali, une initiative de l'Association des journalistes culturels du Mali. Fousseni Tunkara pour le reportage. Sans grande surprise, c'est l'expert culturel Mahmoud Dafé qui vient d'être désigné champion Malifinou 2023, après le Premier ministre Dr Choguel Koukoula Maïga en 2021 et Aminata Draman Traoré en 2022. Ainsi, le ton de la 4e édition des Journées textiles Malifinou est donné sous le thème « Les Bogolans, une histoire, une identité culturelle ». Cheikh Omar Sangaré, président de la commission d'organisation des Journées textiles du Mali. Le choix du thème vise à encourager le gouvernement de la transition à travers le ministère en charge de l'artisanat qui pilote cette noble initiative de labellisation, parce que ce qui nous appartient dans le contexte du marché mondial, si nous ne labellisons pas, quelqu'un d'autre va le faire. C'est pourquoi nous sommes réconfortés de voir que le gouvernement de la transition, malgré tout ce que le pays connaît comme problème, œuvre à labelliser les Bogolans. Andogoli Guindo, ministre en charge de la culture. Les convoitises autour du Bogolan nécessitent sa protection. C'est pourquoi les différents services, à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce et également le ministère chargé de l'artisanat, ont entrepris le processus de labellisation. Nous pouvons en être fiers avec la signature du certificat de reconnaissance, la remise de ce document au directeur général de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle constitue un élan pour la labellisation très rapide de nos produits. L'industrialisation de la production des cotonnades reste un défi pour l'épanouissement du textile malien. Voilà pourquoi cette 4e édition des Journées textiles est placée sous la coprésidence des ministres en charge de l'artisanat et de l'industrie. Ibrahima Fefe Kone, chef de cabinet du ministre de l'Industrie et du Commerce. Nous arrivons à mettre dans la tête des Maliens qu'il faut s'habiller malien, qu'il est possible d'améliorer la production de ces tissus. Donc nous aurons au niveau national une chaîne qui va de la production du coton chez l'agriculteur à la fabrication chez les tisserands, en mettant à profit la teinturière ou les teinturiers, les tailleurs et le boutiquier qui va vendre. Malifinou 4, c'est du 2 au 5 novembre, avec au menu la foire artisanale avec une 60aine d'exposants, des débats sur le devenir du Bogolan, la formation des jeunes artisans, des défilés de mode, des rencontres gastronomiques et des concerts avec une pléiade d'artistes. Quelques mots de l'actualité hors de nos frontières. En Afrique du Sud, le phénomène des space cakes inquiète les autorités. En septembre, 90 élèves d'une école primaire de Soshen-Goué, un township au nord de Pretoria, sont donc tombés malades après avoir mangé des gâteaux vendus dans la rue devant l'école. 2 hommes sont accusés d'avoir vendu ces produits préparés avec du cannabis. Ce phénomène n'est pas nouveau, mais prend des proportions inquiétantes selon Lucas McLagan. Il est à la tête d'une ONG qui lutte contre la consommation des drogues et l'alcool chez les jeunes. Chez lui, les jeunes sud-africains donc, ont un sérieux problème de consommation de stupéfiants. 1 an après, les armes ne se sont pas tues en Éthiopie. Au Tigré, les affrontements entre l'armée du Front populaire de libération du Tigré, le TPLF, et celle du gouvernement fédéral ont cessé, mais les milices Amara, du nom d'une région voisine habitée par l'un des plus grands peuples du pays, continuent d'agir dans l'ouest de la région sur laquelle ils souhaitent étendre leur influence. Alliés du gouvernement d'Abiy Mohamed pendant la guerre, des milices estiment avoir été exclus des accords de Pretoria et ont refusé leur démantèlement et leur intégration à l'armée fédérale voulue par le Premier ministre, considérant que cela comme un affaiblissement face aux menaces des autres peuples, notamment tigréens. Il continue donc dans cette partie ouest du Tigré. Et puis en Colombie, le père du footballeur Luis Diaz a été enlevé par la guérilla de l'armée de libération nationale, affirme le gouvernement. Aujourd'hui, nous savons officiellement que l'enlèvement du père du footballeur colombien Luis Diaz, attaquant du club anglais de Liverpool, a été perpétré par une unité appartenant
National Liberation Army, la dernière guérilla encore active en Colombie, a déclaré hier le gouvernement dans un communiqué. Luis Magnez de Diaz et son épouse Silenis Maru Landa, qui ont donc depuis été libérés, ont été enlevés le 28 octobre dans le nord-est de la Colombie par des hommes à moto. Des forces ont été déployées pour les retrouver et le gouvernement qui mène actuellement des pourparlers de paix avec ces forces réclament leur libération immédiate. Fils, la page des sports, c'est tout de suite. Championnat national de football Ligue 1. La première journée s'est achevée hier avec son lot de surprises et de sensations. Dans la foulée, la Fédération malienne de football a programmé la deuxième journée qui commence dès demain. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdulkasim Ibrahim Fomba, a rendu visite hier aux 3 derniers vivants de l'épopée des Jeux africains Brazzaville 1965. C'était à la Cité des Joueurs en Tomingkorobougou, en commune 3 du district de Bamako. Cette visite de courtoisie s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Les détails avec Fotiki Tunkara. Cette visite de courtoisie du ministre en charge des sports à certaines anciennes gloires du football malien, notamment les 3 derniers encore en vie de l'épopée des Jeux africains de Brazzaville 65, est perçue comme un inédit par les hôtes du jour. Il s'agit de Mamadou Traoré capable, adjoint aux entraîneurs des Aigles du Mali des années 60-70. Abdul Karim Touré Bakou, Bakary Traoré Alliance Bakarni, tous anciens internationaux du Mali des années 60-70. À travers cette approche du ministre Fomba, dans la mouvance du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, l'État du Mali procède ainsi à une véritable réparation d'un oubli. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre en charge des sports. Ce sont des personnes qui ont rendu fier le pays, que ce soit au niveau national comme international. Ils ont joué un rôle capital dans le milieu du sport. Le fait de venir les voir, c'est vraiment le minimum. En réalité, c'est très symbolique que ça tombe sur eux 3, mais c'est un geste qu'on devrait faire pour toutes les anciennes gloires. Leur dire juste merci. Cette démarche du département des sports est particulièrement appréciée à juste valeur par l'UNAFOM, l'Union nationale des anciens footballeurs du Mali. Mokhtar Sow, président de l'UNAFOM. Le ministre qui nous a rendu vraiment une visite qui est pour nous une visite d'honneur. Et pour nous, ça a un coût mais ça n'a pas de prix. Nous nous réjouissons davantage de cette présence. Pour moi, comme pour le ministre, comme pour les intéressés, l'émotion est plus forte que la joie. On est très ému mais on est très content. Championnat national de Ligue 1, la première journée a pris fin hier. Une journée inaugurale marquée par les faux pas de Djulba AC, surpris 2-1 par l'US Bougouni qui frappe un grand coup d'entrée de jeu, tout comme d'ailleurs les promus ATS de Koro et l'US Bougouba qui ont respectivement disposé des 11 cratères de Nyarela 3-0 et du Binga FC 1-0. Autre résultat de cette première journée, le champion en titre, Real de Bamako, a réussi son entrée en scène en dominant l'AS Police 3-1. Le COB a battu Black Star de Badalabougou 3-0. Le Stade Malais de Bamako et l'USFAS ont fait match nul 1 but partout. L'US Kita et AFE se sont neutralisés 1 but partout. L'AS Bagardian de Barawili a été tenu en échec par l'ASCO 0-0. La deuxième journée démarre demain samedi avec 4 rencontres au programme. L'AS Police jouera contre l'AS Bagardian de Barawili au terrain du Djulba C. Le COB affrontera l'US Kita au terrain du Real. AFE sera opposé à Black Star de Badalabougou au terrain de l'ASB. L'AS Real sera face à l'ASCO au terrain du Stade Malien. Cette deuxième journée s'achève dimanche avec 4 matchs au programme. On aura Djulba AC, US Bougouba au terrain du Real, US Bougouni, Binga FC au terrain du Djulba, USFAS ATS au terrain du Stade et 11 cratères Stade au terrain de l'ASB. Le coup d'envoi de chacune de ces rencontres est prévu pour 16h. Chronique du développement. Comment produire et nourrir la population sans utiliser les produits chimiques? L'ONG dénommée Association malienne pour la solidarité et le développement s'engage à relever ce défi. Pour ce faire, elle préconise l'agroécologie et l'agriculture biologique au détriment de l'agriculture conventionnelle. L'équipe de la chronique du développement est allée à la rencontre des responsables de cette ONG qui mène ce combat depuis une décennie. Voyons tout cela avec Soumaïla Berthé et Marc Damélé. Face aux impacts négatifs de l'utilisation des produits chimiques dans le domaine agricole, des initiatives se multiplient pour promouvoir des méthodes alternatives telles que l'agroécologie et l'agriculture biologique. C'est le cas de l'ONG AMSD, l'Association malienne pour la solidarité et le développement.
elle qui mène ce combat depuis 2009 auprès des producteurs agricoles. Amidou Diawara en est le président. Sur le terrain, 80% de nos activités concernent aujourd'hui la transition agroécologique, notamment accompagner les producteurs en agriculture biologique et aussi la certification des produits biologiques avec les labels de certification SPG biolocal. C'est un outil qui permet aux producteurs de certifier leurs produits et de faire reconnaître ces produits-là une fois sur le marché, la reconnaissance de leur production biologique et le respect des principes de production agroécologique et biologique qui repose sur un cahier de charges qui implique tous les acteurs qui évoluent dans l'agriculture biologique et qui est accepté aussi par les consommateurs et qui fait référence aussi au cahier de charges de l'UFOM, l'Organisation internationale des mouvements d'agriculture biologique basée à Bonn, mais aussi qui respecte aussi le codex alimentariste et qui refuse les produits chimiques, les engrais chimiques parce qui ont des conséquences avérées sur la santé. Dans cette lutte contre les produits chimiques dans l'agriculture, l'ONG AMSD n'est pas seule. Elle évolue avec des partenaires nationaux et étrangers et intervient dans 4 régions et les districts de Bamako. C'est dans le cadre de ces activités qu'environ 850 producteurs biologiques ont été certifiés à travers un processus de formation et d'encadrement. Nous nous sommes engagés avec une équipe des ingénieurs agronomes, des animateurs qui vont sur ce terrain et qui évaluent les pratiques agroécologiques et biologiques de ces producteurs et on les fait inscrire sur une liste selon les principes de production biologique et qui répond aux critères des cahiers des charges. Et après ces inscriptions, ils s'engagent désormais à ne plus utiliser les produits chimiques, les engrais chimiques et en récompense, nous leur donnons aussi des formations, un accompagnement, un suivi régulier et appui conseil. Donc ce qui fait que ces producteurs pourront être formés et vont acquérir des connaissances, notamment sur la préparation des biopesticides, la préparation des composts enrichis. Ce sont vraiment des principes sur plusieurs domaines. À peu près 15 domaines sont définis dans ces cahiers de charges et dont les producteurs s'engagent à respecter. Donc c'est un processus interactif qui permet de sauvegarder d'abord la santé du producteur et aussi de créer des conditions idoines pour que chacun puisse désormais se nourrir sans avoir à prendre des risques. Malgré les difficultés du terrain pour convaincre les producteurs à opter pour une agriculture biologique, le responsable de l'ONG AMSD estime que le chemin est balisé. Amidou Diawara. Nous avons aujourd'hui un acquis parce que nous avons un réseau d'acteurs qui s'étend jusqu'à 5000 acteurs cartographiés aujourd'hui en tant que producteurs agroécologiques et aussi plus de 800 et quelques producteurs en agriculture biologique et 300 et quelques en reconversion. Et nous avons un marché biologique aujourd'hui existant qui accueille les produits de l'ensemble de ces producteurs. Nous avons aussi un réseau de consommateurs composé d'élites, d'agents des collectivités, des services techniques et des consommateurs simples avec qui nous collaborons pour pérenniser un système alimentaire qui va profiter à tous. C'est ça le défi aujourd'hui parce que nous n'avons pas le choix. Est-ce qu'il faut continuer avec la quantité en détruisant des arbres avec des semences OGM ou il faut développer des alternatives qui pourront donner une garantie à long terme et renforcer les capacités de production de nos producteurs. C'est ça le débat aujourd'hui. Devant ce dilemme qui consiste à produire en qualité sans produits chimiques ou en quantité avec ses conséquences sanitaires et environnementales, à l'ONG AMSD, on est formel. L'agroécologie et l'agriculture biologique restent la seule voie pour nourrir sainement la population d'un pays. Voilà, c'est ce qui met fin à ce journal. Mise en onde de Mamadou Bédialo, présentation Koji Sibi. Merci au rédacteur en chef Brahma Traoré qui m'a aidé à le préparer. Cheikh Oumar Traoré pour la mise en ligne. Vous retrouvez tout à l'heure Mohamedou Keita pour la page météo. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.